Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur même de ce qui fait le vivant. On va parler d'un manuel d'instruction d'une complexité folle, l'ADN. C'est littéralement le code qui définit tout, de la plus petite des bactéries jusqu'à nous. Alors ensemble, on va essayer de décoder ce fameux manuel. Et on commence tout de suite avec une question qui est un vrai casse-tête. Imaginez plus de 2 mètres de filaments d'information qu'il faut réussir à faire tenir dans un espace minuscule, une cellule qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu. Comment est-ce possible? C'est un peu le mystère qui va nous guider. Alors voilà notre plan de route. On va commencer par les bases, le rôle de l'ADN. Ensuite, on zoomera sur sa structure en double hélice. Puis, on verra le processus incroyable de la copie, la réplication. Après ça, on reviendra à notre question de départ, l'emballage. Et on terminera en comparant les 2 grandes stratégies du monde vivant. C'est parti! Allez, première section, le plan de la vie. Ici, on va poser les fondations, comprendre pourquoi l'ADN est si fondamental. Il est vraiment le porteur du code génétique pour absolument tout le monde. Bon, la définition officielle, c'est acide désoxyribonucléique. Mais en fait, faut voir ça comme le logiciel qui fait tourner la machine du vivant. C'est un langage universel, partagé par la quasi-totalité des formes de vie sur notre planète. Incroyable, non? Alors, quelques points clés à avoir en tête. D'abord, bien sûr, il porte l'infogénétique. Chez les organismes comme nous, les eucaryotes, c'est une très longue molécule, toute droite, linéaire. Très important aussi, elle a un sens de lecture de 5' vers 3', un peu comme une phrase qui se lit de gauche à droite. Sa taille, elle, change complètement d'une espèce à l'autre. Et enfin, la règle d'or, le fameux appariement, A va toujours avec T et C va toujours avec G. C'est la base de tout. On continue en zoomant sur la structure. La meilleure image pour visualiser l'ADN, c'est vraiment celle d'une échelle qu'on aurait tordue sur elle-même. Et chaque partie de cette échelle, les montants et les barreaux, a un rôle bien précis. Et c'est là que réside tout le génie de la nature. Regardez bien, les montants de l'échelle, ce qu'on appelle le squelette, sont tenus par des liaisons ultra solides, des liaisons phosphodiester. C'est ce qui assure que le brin ne se casse pas. Par contre, les barreaux qui connectent les 2 brins, ce sont des liaisons hydrogènes, beaucoup plus faibles. Cette dualité, c'est la clé. La molécule est stable, mais elle peut s'ouvrir très facilement, comme une fermeture éclair, pour être lue ou copiée. Ah, et voilà une idée reçue qu'il faut absolument déconstruire. On pourrait croire qu'il y a autant de paires AT que de paires GC dans une molécule d'ADN. Eh bien non, ce n'est pas le cas. En fait, ce ratio est une caractéristique propre à chaque espèce. C'est une sorte de signature moléculaire. Un petit détail pour les passionnés de précision. Un tour complet de l'hélice, ça mesure exactement 3,4 angstroms. Et attention, il y a une erreur qui traîne dans beaucoup de manuels qui parle de 340 angstroms. C'est 100 fois trop grand. Donc retenez bien 3,4. Le mot dénaturation peut faire un peu peur. Mais en réalité, c'est tout simple. C'est juste l'action d'ouvrir la double hélice. Et comme on vient de le voir, ce sont uniquement les liaisons faibles, les liaisons hydrogènes, qui se cassent. Le squelette de chaque brin, lui, reste parfaitement intact. Bon, on maîtrise la structure, passons à un des processus les plus fondamentaux de la vie. Comment l'ADN se copie lui-même? Ça s'appelle la réplication, et là, on entre vraiment dans une mécanique de précision absolument fascinante. Il faut savoir que ce processus ne se fait pas en permanence. Ça se passe à un moment bien précis de la vie de la cellule. C'est pendant ce qu'on appelle la phase S pour synthèse. C'est à ce moment-là que la cellule va dupliquer tout son matériel génétique juste avant de se diviser en 2. On peut résumer cette chorégraphie hyper complexe en 4 grandes étapes. D'abord, il faut ouvrir localement la double hélice. Ensuite, on pose une petite amorce pour indiquer où commencer. C'est l'étape amorcée. Puis, l'enzyme star, l'ADN polymérase, se met au travail pour construire le nouveau brin. Et pour finir, une autre enzyme, la ligase, vient coller les derniers morceaux pour que tout soit parfait. Et ça, c'est un point crucial. La cellule est super efficace. Elle ne va pas dérouler les 2 mètres d'ADN d'un seul coup, ça prendrait un temps fou. Non, elle crée plein de petites bulles de réplication à plusieurs endroits en même temps. C'est bien plus rapide et bien plus malin. C'est là que ça devient particulièrement ingénieux. Les 2 brins de l'ADN sont antiparallèles, c'est-à-dire qu'ils vont dans des directions opposées. Le problème, c'est que l'enzyme qui construit, l'ADN polymérase, ne sait travailler que dans un seul sens. Alors la cellule a trouvé une astuce. Pour un des brins, la synthèse se fait d'un seul trait, en continu. Mais pour l'autre, elle est obligée de travailler à reculons, par petits fragments discontinus. Ces petits morceaux fabriqués à reculons ont un nom, ce sont les fragments d'Okazaki. Et il faut bien noter que c'est l'enzyme ligase qui intervient tout à la fin pour les souder les uns aux autres et créer un brin final complet et continu. Parfait! Maintenant qu'on a vu la structure et la copie,
Revenons à notre question du début. Comment ces 2 mètres d'ADN sont-ils rangés? Eh bien, la cellule utilise un système de compactage ultra performant. C'est comme si on enroulait un fil immensément long autour de plein de petites bobines. Pour ça, elle a une boîte à outils bien remplie. On a l'ADN, qui a une charge électrique négative, et on a des protéines, les histones, qui, elles, ont une charge positive. Les opposés s'attirent. L'ADN va donc s'enrouler autour d'un groupe d'histones, et ça forme un nucléosome. L'enchaînement de tous ces nucléosomes, c'est ce qu'on appelle la chromatine. Regardons les chiffres de plus près, parce qu'il y a souvent des confusions. Le cœur d'un nucléosome, c'est un groupe de 8 protéines histones, pas 6. Autour de ce cœur viennent s'enrouler précisément 146 paires de bases d'ADN. Et quand ces nucléosomes se compactent encore plus, ils forment une sorte de superhélice, le solénoïde, qui contient 6 nucléosomes par tour. Mais le plus fou, c'est que cet emballage n'est pas juste un stockage passif. C'est un système actif. La cellule peut ajouter ou enlever des petites marques chimiques sur les histones. Ces marques fonctionnent comme des interrupteurs qui vont ordonner à l'ADN de se condenser ou au contraire de se relâcher pour rendre certains gènes accessibles. C'est une façon de contrôler l'activité des gènes. Allez, dernière étape de notre voyage. On va comparer rapidement les 2 grandes familles du vivant. Les eucaryotes, les cellules complexes comme les nôtres, et les prokaryotes, les cellules simples comme les bactéries. Est-ce qu'elles gèrent leur ADN de la même façon? Ce tableau résume tout parfaitement. On voit bien les différences. Chez nous, l'ADN est linéaire et super compacté avec des histones. Chez les bactéries, il est circulaire et beaucoup moins organisé. On a plusieurs points de départ pour la réplication, elles n'en ont qu'un seul. Mais ce qui est peut-être encore plus frappant, ce sont les points communs. La structure en double hélice et le mécanisme de copie sont universels. Le langage est le même. Quand on prend un peu de recul, c'est absolument vertigineux. On parle d'une machine capable de copier des milliards de lettres en quelques heures avec une précision quasi parfaite. Mais voilà, quasi parfaite. Elle n'est pas infaillible. Et la question qui reste, c'est que se passe-t-il quand une erreur, une mutation se glisse dans le code? C'est le moteur de l'évolution, mais aussi la source de maladie. Voilà qui ouvre la porte à bien d'autres discussions. Merci d'avoir suivi cette analyse.